Et à tous. Et donc aujourd'hui, pour le quatrième volet de notre série, je vais vous parler de Germaine Tillon. Alors c'est le 30 mai 1907 que Germaine Tillon voit le jour. Elle naît à Allègre, c'est un petit village paysan de 800 habitants du département de la Haute-Loire, dans le sud du Massif central. Alors, il est situé à peu près 1000 mètres d'altitude, au pied d'un volcan éteint. Et le village vit principalement d'élevage, de dentelle et de l'industrie du bois. Alors, Germaine est la fille d'un magistrat, Lucien Tillon, un homme très cultivé. Il se passionne pour la musique classique, l'archéologie, pour la photographie et pour la chasse. Alors, grâce à lui, elle découvre l'amour de la musique, des grands espaces et aussi de l'histoire. La mère de Germaine, Émilie Cussac, est la fille d'un notaire du Cantal. Comme son mari, Émilie fait partie de la bourgeoisie républicaine et catholique. C'est une écrivaine et une critique d'art. Elle participe durant l'entre-deux-guerres à l'édition des Guides bleus, la plus ancienne collection de guides touristiques français. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur Émilie, puisqu'elle sera, comme sa fille Germaine, une résistante. Alors en 1915, lors de la Première Guerre mondiale, Germaine est envoyée en pension avec sa sœur cadette, Françoise. Alors toutes deux se retrouvent à l'école Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand. Alors, cette séparation d'avec leurs parents est douloureuse. Et dès l'enfance, Germaine va en vouloir aux Allemands. Elle écrira d'ailleurs, je cite, « Je ne mettais pas en doute l'existence de deux monstres sans visage, l'Allemand et la mort. La nuit, je rêvais de m'engager comme chien de guerre. » Et c'est ainsi que Germaine et sa sœur vont faire leurs études primaires et secondaire en pension à Clermont-Ferrand. Alors après avoir passé son baccalauréat avec succès, à 18 ans, Germaine décide de poursuivre ses études à Paris. Son père, hélas, vient de mourir alors qu'il n'avait que 58 ans. En 1925, elle quitte donc le centre de la France pour rejoindre la capitale. Elle étudie l'archéologie à l'école du Louvre, une des passions transmises par son père, puis la préhistoire. Elle se concentre ensuite sur l'histoire des religions et sur l'égyptologie. Elle suit également des cours sur l'histoire du folklore français et celtique. Tout semble la passionner, mais à partir de 1928, elle se découvre une véritable vocation, l'ethnologie. À 21 ans, elle a enfin trouvé sa voie. Alors Germaine rentre donc à l'Institut d'ethnologie de Paris et elle a pour maître Marcel Mauss, un Alsacien lorrain, considéré comme l'un des pères de l'anthropologie française. 4 années plus tard, en 1932, elle ressort diplômée de l'Institut d'ethnologie. Puis elle rencontre Louis Massignon, grand spécialiste français de l'islam et professeur au Collège de France. Elle sera son élève. Massignon est un précurseur du dialogue interreligieux entre musulmans et chrétiens. Et tout comme le professeur Mauss, il aura une influence fondamentale sur Germaine et sa vision de ce que l'ethnographie doit être, avant tout, un humanisme. À partir de décembre 1932, Germaine fait un séjour de 3 mois à l'université de Königsberg, en Prusse orientale. Elle prend alors conscience de la montée de l'intolérance et des théories raciales charriées par le nazisme. En janvier 1933, donc pendant son séjour,
Adolf Hitler, élu démocratiquement, devient chancelier. Le mois suivant, la République de Weimar est dissoute. L'Allemagne montre ses dents, elle a de nouveau des ambitions européennes. De retour à Paris, Germaine obtient une bourse de la Société internationale des langues et des cultures. Le docteur Paul Rivet, directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, lui propose alors une mission. Il s'agit d'aller dans les Aurès, un territoire montagneux de l'Atlas, situé au nord-est de l'Algérie, à la frontière tunisienne. Le musée ne possède pas à l'époque de collection provenant de cette région. Cette mission concerne les Chaouia, le deuxième groupe berbérophone de l'Atlas, après les Kabyles. Mais avant son départ, Germaine rejoint l'école des langues orientales. Elle y étudie la langue berbère, car en effet, elle ne connaît presque rien encore de ce peuple et de sa région. Alors, ceci étant fait, elle quitte la France pour l'Algérie en 1934. Elle a 27 ans. Alors, Germaine accompagne Thérèse Rivière, la chef de mission du projet et directrice du département Afrique blanche du musée d'ethnographie de Paris. Mademoiselle Rivière prendra d'ailleurs de nombreuses photos, toujours disponibles, afin de documenter leur mission dans les Aurès. Alors, dans les années 30, ces terres encore presque vierges avaient été peu pénétrées. Relativement au reste de l'Algérie, les habitants des Aurès conservent des structures sociales traditionnelles. L'architecture en pierre, même le roc, y est de nature défensive. Elle se développe autour de greniers à grains collectifs. Le peuple que Germaine va découvrir a gardé des croyances très anciennes. Il croit notamment aux esprits et au génie des lieux. On pratique des rituels pré-islamiques, maraboutiques, en théorie interdits par la religion musulmane. L'ordre repose sur les grands vieux, c'est-à-dire les sages du village. Germaine et Thérèse communiquent peu avec le monde extérieur. Elles vivent donc en totale immersion avec la culture chaoui. Alors, isolée dans des montagnes reculées, on pourrait penser qu'elle court un certain danger. Pourtant, Germaine va découvrir, je cite, que les Chaouïas sont des gens délicats et d'une grande gentillesse. Finalement, dit-elle, très proches des paysans français. Elle emploie 2 adolescents qui restent à ses côtés et déclare qu'elle se sent en sécurité absolue. C'est donc sur cette ethnie qu'elle décide de faire sa thèse intitulée « Une république du Sud aurésien ». Elle commence à répertorier un grand nombre de contes et de légendes de la tradition orale. Mais elle étudie surtout la structure familiale de cette société, les liens de parenté, les rites, les fêtes, l'agriculture et l'élevage de montagne. Alors, en se penchant sur la situation des femmes, elle constate de très nombreuses similarités entre les rives européennes et africaines de la Méditerranée. Contrairement à bien des ethnologues de l'époque, Germaine déclare que pour comprendre une population et une culture, il faut à la fois la vivre et la regarder. Et elle continue en disant « Il ne faut pas confondre information et connaissance, car l'information est un savoir abstrait, alors que la connaissance, elle, est un savoir vécu. » Comme le dit aujourd'hui l'ethnologue algérienne Tassadit Yassine, c'est grâce à cette immersion que Germaine devient
une ethnologue exemplaire. Car pour elle, l'ethnologie, c'est avant tout un humanisme. D'ailleurs, d'une manière plus générale, Germaine devient sensible à l'égalité des droits civiques et politiques entre Français et Algériens. Elle va croire pendant longtemps à la possibilité de ce qu'elle appelle la cohabitation des ennemis complémentaires. Alors c'est une belle formule qui exprime son espoir d'une mixité apaisée entre colonisateurs et colonisés. Mais nous le verrons, l'histoire en voudra autrement. Fin 1936, Germaine rentre en France, sa bourse d'études a expiré. Alors sa mission ayant pris fin, elle commence à rédiger le résultat de ses recherches. Germaine passe beaucoup de temps au Musée de l'Homme à Paris, le nouveau musée français d'anthropologie fondé en 1937. Au Musée de l'Homme, elle fait la connaissance de Jacques Soustelle. C'est une rencontre fondamentale. Ethnologue et sous-directeur du musée, il entrera dans la Résistance et collaborera avec Germaine. Nous y reviendrons. Entre 1937 et 1938, Germaine est amenée à visiter la Bavière. Elle se retrouve confrontée de nouveau à l'idéologie nazie. Elle note que la situation s'est bien dégradée et que le nationalisme allemand imprègne désormais toutes les couches de la société. En 1939, Germaine obtient une nouvelle bourse, cette fois du CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Elle retourne avec bonheur à Quebache, dans l'Aurès méridional. Hélas, cette nouvelle mission s'achève en mai 1940. Le 9 juin, elle doit rejoindre Paris en toute urgence afin d'y retrouver sa mère, Émilie. C'est la débâcle. L'armée française est en déroute face aux Allemands. Très vite, elle fuit Paris avec sa mère. C'est l'épisode tragique de l'Exode. Le 17 juin, elle entend l'appel du maréchal Pétain qui demande aux Français de cesser le combat et qui annonce la signature de l'armistice. Germaine déclare « Ce fut pour moi un choc si violent que j'ai dû sortir de la pièce pour vomir. » Atterrée, elle refuse pourtant la défaite. Puis, galvanisée par l'appel du 18 juin du général de Gaulle, qui exhorte les Français à continuer le combat, elle décide de rentrer en résistance. Alors après l'armistice, une fois le calme revenu, Germaine remonte sur Paris. Les oriflammes à croix gammée flottent sur la capitale. Son premier acte de résistance, elle le fait avec sa mère Émilie. À l'époque, sa sœur vit en Indochine. Quant à son père, nous l'avons vu, il est mort 15 ans auparavant. Alors, toutes deux décident de donner leur papier d'identité à une famille juive, les Lévy, ainsi que de ceux de son défunt père et de sa sœur. Les Lévy ont donc pu vivre dans le sud de la France sous une fausse identité jusqu'en 1945. En se voulant utile, l'une des premières démarches de Germaine est de se rendre à la Croix-Rouge. Là, elle entend parler de Paul Hoé, un colonel en retraite, anti-pétainiste notoire. Ancien officier de l'armée coloniale, il est connu pour avoir fondé une association d'entraide aux anciens soldats de l'outre-mer. Elle décide de rentrer en contact avec lui. Lors de par ses missions en Afrique du Nord, Germaine
est tout particulièrement sensible au sort des prisonniers de guerre nord-africains. En effet, dans l'ouvrage du chercheur Belkacem Recham, intitulé Les musulmans algériens dans l'armée française, il estime à environ 70 000 le nombre de prisonniers de guerre provenant de l'empire colonial français. Le problème est donc considérable et l'occupant allemand, on s'en doute, est encore plus dur avec eux qu'il ne l'est avec les prisonniers français. Alors, face au désastre de la guerre, le colonel Howe a donc l'idée de réactiver son association, l'Union nationale des combattants coloniaux. Il invite Germaine à la rejoindre et elle s'installe avec lui dans le 11e arrondissement de Paris, au siège de l'association. Officiellement, l'association envoie des paquets et des lettres aux prisonniers coloniaux. Mais en fait, le colonel Howe et Germaine Tillon organisent l'évasion de certains prisonniers. L'association met en place un système de marraines qui écrivent aux prisonniers ou leur rendent visite si elles le peuvent. Elles fournissent aux prisonniers coloniaux des vêtements civils et des faux papiers. Parallèlement, un réseau de médecins et d'infirmières qui travaillent dans ces camps, dans ces prisons, se met en place pour faciliter les évasions. Le but est d'organiser le passage des prisonniers en zone libre, c'est-à-dire dans le sud de la France. De là, il leur est plus facile de rejoindre l'Afrique ou leur pays d'origine. Alors, ce faisant, Howe et Germaine multiplient les contacts. Et dès l'automne 1940, ils entrent en relation avec un grand résistant, le colonel Dutheil de la Rochère, un spécialiste du renseignement. Alors, grâce à lui, Howe et Germaine collaborent avec un groupe de résistance informelle qui s'est mis en place au Musée de l'Homme, où Germaine a bien sûr de nombreux amis. Et c'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Geneviève de Gaulle, nièce du général, très active au sein du groupe du Musée de l'Homme. Germaine se mêle très naturellement à ce groupe hétéroclite. Son expérience de terrain dans les Aurès lui a appris à vivre avec les autres, à fonctionner au sein d'un groupe, à agir à plusieurs face aux difficultés de la vie. Elle est donc préparée à l'esprit de résistance. Alors, l'évasion et le camouflage des prisonniers coloniaux demeurent l'activité majeure de Germaine. Hélas, à partir de décembre 1940, le groupe du Musée de l'Homme est petit à petit décimé par les arrestations. Cela ralentit bien sûr les activités du colonel Howe et de Germaine. Cependant, ils ne sont pas arrêtés car ils ont pris soin de strictement cloisonner leur groupe d'intermédiaires. Les Allemands sont donc incapables de remonter jusqu'à l'Union nationale des combattants coloniaux. Alors, grâce à ces activités souterraines, Germaine collabore avec le réseau Gloria, qui dépend directement des services secrets britanniques. Le réseau a pour mission de recueillir des informations militaires sur l'occupant. Il compte parmi ses membres un graveur professionnel, ce qui est très utile pour l'élaboration de faux papiers. Hélas, comme beaucoup de groupes de résistants, le réseau Gloria est infiltré par un agent double. Il s'agit ici de l'abbé Robert Allèche, un prêtre luxembourgeois qui travaille
pour les nazis. Le réseau est donc démantelé en août 1942 et la plupart de ses dirigeants sont arrêtés. 7 camarades de Germaine sont fusillés, les autres, une vingtaine, sont déportés. La plupart ne reviendront pas du camp de Mauthausen en Autriche et de Buchenwald en Allemagne. Alors pour sa part, Germaine Tillon est arrêtée à la gare de Lyon le 13 août 1942 lors d'un faux rendez-vous organisé par l'abbé Robert Allèche. Hélas, lorsqu'elle est arrêtée, elle porte sur elle des microfilms relatifs à la défense du port de Dieppe. Ces microfilms étaient destinés à l'agent secret américain Virginia Hall. Alors Germaine est immédiatement envoyée à la prison de la Santé à Paris. Elle doit alors subir 4 interrogatoires successifs dirigés par l'Abwehr, le service secret allemand. Elle passe 5 longs mois en détention, puis elle est transférée à la prison de Fresnes en janvier 1943. C'est ainsi qu'elle apprend que sa mère, Émilie Tillon, impliquée dans le groupe du Musée de l'Homme, avait été elle aussi interpellée au soir même de sa propre arrestation. Alors un fait intéressant, voire surprenant, alors qu'elle est emprisonnée à Fresnes, Germaine parvient à obtenir toutes ses notes prises en Algérie. En prison, elle poursuit donc l'écriture de sa thèse sur la tribu berbère des Chaouïas. Le 21 octobre 1943, Germaine est déportée sans jugement au camp de Ravensbrück qui se situe au nord de Berlin. Sa mère, Émilie, subira le même sort en février 1944. Alors Germaine parvient à emporter dans sa valise toutes ses notes et documents relatifs à sa thèse. Hélas, comme nous l'apprend le professeur Nordine Bolaïs, en 1945, le manuscrit de sa thèse disparaîtra dans le camp de Ravensbrück, pris par l'Armée rouge. Elle ne sera donc jamais publiée. Alors Ravensbrück est un camp de concentration féminin où l'on retrouve certes des femmes, mais aussi des enfants s'ils sont en âge de travailler. De mai 1939 à avril 1945, on compte 150 000 prisonnières, dont 90 000 vont mourir sur place. La plupart sont des détenues politiques, 25% de Polonaises, 20% d'Allemandes, environ 15% de Russes et 7% de Françaises. Mais on y retrouve aussi des détenues raciales, 6% de Tziganes et de Roms, 15% de Juives, ainsi que des témoins de Jéhovah. Ravensbrück est avant tout un camp de travail. On exploite surtout les prisonnières dans l'industrie d'armement allemande. Une gigantesque usine Siemens se trouve à proximité du camp. Certaines femmes travaillent aussi dans une mine de sel voisine. Alors une fois épuisées, incapables de produire, elles sont assassinées. Là encore, Germaine dira qu'elle doit sa survie à ses expériences passées. Sa vie au sein de l'ethnie des Chaouïas, puis dans son réseau de résistance, lui a enseigné la nécessité de la solidarité et de faire groupe pour survivre. Elle prend beaucoup de notes, car même à Ravensbrück, elle conserve son âme d'ethnologue. Dans le camp, elle devient Verfügbar, c'est-à-dire une prisonnière corvéable
à merci, sans qualification particulière, l'échelon le plus bas dans la hiérarchie interne du camp. Contrairement à la majorité des prisonnières, elle ne sort pas du camp pour travailler. C'est ce qui va lui permettre d'aller de baraques en baraques, de corvées en corvées, et de prendre et de comprendre tous les rouages du camp. Cachée par ses camarades pour écrire, elle garde alors son œil d'ethnologue ouvert. Ravensbrück devient son terrain d'étude. Parallèlement, en octobre 1944, Germaine va composer clandestinement une opérette en 3 actes intitulée Le Verfügbar aux enfers. Alors ça peut surprendre, mais pour elle, c'est en fait un moyen de survie. Son opérette est un pastiche d'Orphée aux enfers de Jacques Offenbach. Elle y parle de la condition des femmes dans le camp de Ravensbrück. L'opérette est composée de dialogues humoristiques entrecoupés de chansons et de danses. Il s'agit de l'histoire d'un savant naturaliste qui étudie un être étrange et inconnu, le Verfügbar. Alors ce naturaliste décrit ainsi ce Verfügbar, qui n'est autre que Germaine, bien sûr. Et il dit, c'est le sous-produit d'une résistante femelle que l'on classe parmi les animaux inférieurs, apparentés aux gastéropodes, car il a l'estomac dans les talons. Quant à ses seins, S-E-I-N-S, ce ne sont pas des saints, S-A-I-N-T-S, ce sont des martyrs. Et toute son opérette se développe sur ce ton d'humour noir et cinglant. Chaque soir, elle lit et elle chantonne aux femmes de son bloc ce qu'elle a écrit. Ces moments font la joie des détenus. Elles rient, elles oublient quelques minutes l'horreur de leurs conditions. Mais il y a des terrains sur lesquels Germaine ne s'aventure pas, car si elle s'autorise à se moquer d'elle-même, jamais elle n'aborde le thème des enfants du camp. Comme le dit le chercheur Julien Blanc, il existe des seuils de la souffrance auxquels l'humour n'a plus sa place. En ce sens, le Verfügbar aux enfers reste à jamais une opérette inachevée. Alors pourtant, malgré ses limites, l'autodérision est pour Germaine une véritable arme de résistance. Elle constitue une forme de désobéissance à l'ennemi. L'humour noir permet de desserrer l'emprise de la tyrannie, un peu comme un bol d'air cavalerait une prisonnière qu'on cherche à étouffer. Et dans cette représentation collective, on retrouve là encore la tribu, le groupe, si cher à Germaine. Son opérette est un moyen de faire corps et de survivre à la cruauté des conditions de vie de ce camp de femmes. Alors une remarque intéressante. En parlant des camps de travail en général, Germaine dira que la situation était terrible pour les femmes, mais bien plus encore pour les hommes, car on trouvait parmi les femmes beaucoup de déportés politiques ou des prisonnières de droit commun. Elles étaient peu portées au combat physique. Ces femmes avaient rarement été impliquées dans des actes armés de résistance. Alors que dans l'univers clos des hommes, l'agressivité entre prisonniers était courante. La férocité mâle rajoutait parfois une couche d'horreur supplémentaire
aux conditions de vie des camps de travail masculins. Alors, dans le camp, Germaine se lie d'amitié avec l'écrivaine et journaliste allemande Margaret Buber-Neumann, qui avait connu l'abomination des goulags soviétiques avant d'être transférée à Ravensbrück. Cette amitié ne se démentira jamais. Une fois libérée, Margaret fera alors le parallèle entre l'atrocité des goulags et des camps nazis. Elle sera victime d'attaques incessantes de la part de communistes européens de l'après-guerre qui nient la barbarie des goulags soviétiques. Plus tard, Germaine se consacrera elle-même à l'étude des goulags, ce qui lui vaudra une profonde inimitié de la part d'intellectuels de gauche français, dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Autre rencontre dans l'enfer de Ravensbrück, la résistante française Denise Vernet, née Denise Jacob. C'est la sœur de la femme politique française Simone Veil, qui fut ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 1980. Alors, après la guerre, Denise Vernet va étroitement collaborer avec Germaine Tillon aux recherches sur l'histoire des camps de Ravensbrück afin d'en perpétuer la mémoire. Mais revenons à la guerre. La chute du régime nazi approchant, les Allemands décident petit à petit de vider le camp de Ravensbrück. Un grand nombre de déportés est envoyé au camp de concentration de Mauthausen. On dit de Mauthausen que celui ou celle qui y entre n'en ressort jamais vivant. Alors, fort heureusement, Germaine échappe au transfèrement. Grâce à des complicités, elle est envoyée au Revier de Ravensbrück. Alors, dans le langage du camp, le Revier est une infirmerie mouroir. C'est en fait un baraquement destiné aux prisonnières malades. Mais être transféré au Revier n'offre pas vraiment de perspective. Le personnel médical, composé de prisonnières, est certes qualifié, car il s'agit de véritables professionnels de la santé. Mais au-delà des premiers secours, il est interdit aux infirmières de soigner les malades qui nécessitent des soins longs. Les Allemands les éliminent. Enfin, il n'y a aucune hygiène et les malades s'entassent dans des conditions horribles. L'endroit est infesté de puces et de rats. D'ailleurs, le Revier est régulièrement vidé lors d'un cycle macabre. On extermine fréquemment tous les malades, car dans le camp, les Allemands craignent par-dessus tout les épidémies. Et pourtant, Germaine va se faire admettre au Revier de Ravensbrück grâce à une doctoresse qu'elle connaît. Pour elle, aussi horrible que cela puisse paraître, le Revier de Ravensbrück vaut mieux que Mauthausen. Alors, au début de l'année 1945, Heinrich Himmler, maître absolu de la SS, tente de négocier son avenir avec les puissances occidentales. Il a compris que la guerre est perdue. Ses conseillers lui proposent de destituer Hitler, ce qu'il refuse de faire. Mais il décide de contacter les Anglais et les Américains. C'est le comte Folke Bernadotte, diplomate suédois et vice-président de la Croix-Rouge, qui joue les intermédiaires.
lors d'une tentative désespérée, Himmler assure que l'Allemagne va se soumettre à l'Angleterre et à l'Amérique. Il déclare souhaiter une alliance contre le bolchevisme. Il promet aussi que la Croix-Rouge sera autorisée à apporter des vivres aux prisonniers et de cesser l'extermination des Juifs. Et c'est au cours de ces négociations macabres que le comte Bernadotte obtient la libération des prisonnières des infirmeries dont Germaine Tillon fait partie. Avant de quitter Ravensbrück, Germaine et les autres femmes libérées parviennent à sortir du camp des documents, notamment des photos d'expériences médicales atroces effectuées par les Allemands sur des Polonaises. Un quart emmène Germaine au Danemark, puis en Suède, où les prisonnières sont hospitalisées et enfin soignées dans des conditions décentes. Hélas, la mère de Germaine, Émilie, n'aura pas la chance de sa fille. Épuisée par le travail, donc improductive, elle est gazée en mars 1945, un mois avant la libération du camp. Elle avait 69 ans. Alors la tentative désespérée d'Heinrich Himmler de sauver sa propre vie sera un échec. En effet, le 28 avril 1945, Adolf Hitler apprend la trahison d'Himmler. Himmler est donc destitué. Il se suicide le 23 mai avec une capsule au cyanure, alors qu'il s'est fait arrêter en civil lors de sa fuite. Ses petites lunettes rondes, typiques, qu'il refusait de quitter, l'avaient trahi. Désormais saine et sauve à Göteborg, en Suède, Germaine déclare « Si j'ai survécu, je le dois à coup sûr au hasard, à ma colère, à ma volonté de dévoiler les crimes nazis et enfin à la coalition de l'amitié. » On le voit, toujours le groupe. Puis sans tarder, Germaine entreprend de suite un travail de mémoire. Elle constitue un questionnaire qu'elle fait remplir par toutes les prisonnières libérées. Il s'agit de collecter le plus d'informations possible afin de répertorier les expériences de chacune et de témoigner de la barbarie des Allemands. Là encore, l'ethnologue est en action. Elle a vécu et observé l'horreur et nous dit, je cite, « Quand on éclaire un monde, même affreux, en quelque sorte, on le domine. » En juillet 1945, elle rentre à Paris. Elle rejoint le CNRS, comme je vous l'ai dit, le Centre national de recherche scientifique. Elle se consacre désormais à l'histoire des crimes nazis et assiste au procès du maréchal Pétain. Une grande partie de ses recherches et travaux sont aujourd'hui disponibles au musée de la Résistance et de la déportation de Besançon. En 1947, elle reçoit le prix Pulitzer pour ses actes de bravoure pendant la Résistance. En 1950, elle voyage à Rastatt, en Allemagne, pour assister et témoigner au procès des chefs SS de Ravensbrück. Alors après une dizaine d'années passées à récolter des archives et à analyser le phénomène de la résistance, un événement se produit
qui va l'amener à étudier une autre problématique, l'Algérie française. En effet, le 1er novembre 1954 marque le début de la révolte, puis de la guerre d'Algérie. Le FLN, Front de libération nationale algérien, commet une série d'attentats meurtriers dont l'un des plus graves se passe dans les Aurès. Un bus est intercepté par le FLN à Biskra Haris. S'ensuit la mort du caïd Ben Hadj Sadok et d'un instituteur, Guy Monroe. De plus, 4 militaires français sont tués. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, François Mitterrand, déclare « L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autorité que la sienne. La seule négociation, c'est la guerre. » En effet, contrairement à la Tunisie et au Maroc, l'Algérie est un département français. À ce titre, l'Algérie n'est pas considérée par le gouvernement comme un protectorat, mais comme faisant partie intégrale du territoire français. Pourtant, dans un esprit de désescalade, François Mitterrand fait appel à Germaine Tillon. Elle obtient une mission d'observation de 3 mois dans les Aurès, qu'elle connaît si bien. Elle retrouve des lieux qu'elle avait fréquentés 20 ans auparavant. Mais hélas, elle va constater bien des changements. En effet, la société traditionnelle qu'elle avait connue dans les années 30 a été quasiment détruite. Comme nous le dit le professeur Nordine Bouléis, la croissance démographique exponentielle avait brisé l'équilibre de la vie des montagnards des Aurès, auparavant rythmée par des travaux agricoles et l'élevage des chèvres et des moutons. De plus, l'économie du troc et des marchés locaux avait rompu l'isolement des populations. S'ajoutent aussi à cela de nouvelles structures administratives imposées par les Français, structures incompatibles avec cette société traditionnelle d'agriculteurs-éleveurs semi-nomades. Germaine alerte le gouvernement français sur ce qu'elle appelle la clochardisation de la population algérienne. Elle dit, je cite, « La clochardisation, c'est le passage sans armure de la condition paysanne à la condition citadine. J'appelle armure une instruction primaire ouvrant sur un métier. » En effet, l'exode rural a accéléré l'appauvrissement des Algériens. Ils s'amassent désormais dans des bidonvilles autour des grandes cités. Germaine milite alors pour la formation professionnelle des jeunes Algériens des bidonvilles. Elle crée des centres sociaux en Algérie où adultes comme enfants, hommes comme femmes, peuvent apprendre un métier. Mais elle fait face à d'énormes difficultés. Tout d'abord, celle des membres du FLN, qui assassinent certains employés de ces centres, car ils collaborent avec des Français de métropole. Mais aussi l'hostilité des membres radicaux de l'Algérie française, qui voient d'un mauvais œil l'émancipation des Algériens. Germaine se lamente. Le terrorisme, dit-elle, est la justification de la torture, et la torture, la justification du terrorisme. Pour elle, qui ne sera jamais membre d'un parti politique, la fin ne justifie pas les moyens, et ce cycle infernal doit s'interrompre. Alors, une fois sa mission terminée,
Germaine entre au cabinet du gouverneur général d'Alger, Jacques Soustelle. Soustelle, comme nous l'avons vu, un ancien résistant, un homme de gauche. Elle l'avait connu avant-guerre, lorsqu'il était sous-directeur du Musée de l'Homme à Paris. La voilà désormais chargée des affaires sociales et éducatives. Mais hélas, la politique de répression du gouvernement français en Algérie s'intensifie. Soustelle quitte son poste et c'est un socialiste très intransigeant, Robert Lacoste, qui lui succède. Alors, malgré tout, Germaine a toujours l'espoir de donner aux Algériens les instruments de leur survie par le biais de l'éducation. Après avoir fait un rapport accablant au gouverneur Lacoste, Germaine Tillon, qui est une femme de caractère, claque la porte. En janvier 1956, elle quitte son poste de chargée des affaires sociales et éducatives. Mais si elle critique l'attitude des autorités françaises, elle s'élève aussi contre les attentats perpétrés par les indépendantistes algériens, tout en ne manquant pas d'alerter l'opinion sur la torture pratiquée par l'armée française en Algérie. Incomprise, elle sera accusée de trahison par les militaires français et de pacifisme béat par les indépendantistes algériens. En 1957, elle publie un livre intitulé tout simplement L'Algérie, où elle prône une association entre Algérie et France basée sur la concorde, mais pas sur l'indépendance. Elle avait toujours ce rêve de garder l'Algérie et la France imbriquées. Et nous verrons bien sûr, cela ne va pas se passer. En 1959, Germaine entre dans le cabinet ministériel d'André Boulouche, ministre de l'Éducation nationale. Elle s'occupe alors de l'enseignement dans les prisons françaises. En effet, il est pratiquement inexistant à l'époque. Il y a donc peu de perspectives de réintégration dans la société pour les prisonniers. Si cette problématique l'intéresse, c'est avant tout parce qu'en ces temps de guerre, de nombreux prisonniers sont d'origine musulmane. Elle va ainsi instaurer un service spécialisé d'enseignement en milieu carcéral qui dépend de l'éducation nationale. Alors finalement, l'Algérie obtient son indépendance en 1962. Tout d'abord parce que le peuple algérien aspire à se libérer de son colonisateur, mais aussi parce que les gouvernants français ne croient pas à la possibilité de l'intégration des musulmans algériens en France. Je résume ici la pensée dominante de l'époque en citant le député gaulliste Alain Peyrefitte. Il avait dit crûment en 1959 : si tous les Arabes et Berbères d'Algérie étaient considérés comme des Français, comment les empêcher de venir s'installer en métropole ? Mon village ne s'appellerait plus Colombey les deux églises, mais Colombey les deux mosquées. Et c'est bien là la grande hypocrisie de la position française. Avoir inscrit dans la Constitution que l'Algérie, c'était la France, mais que les 8 millions d'Algériens, eux, ne seraient jamais français. Alors pendant ce temps, Germaine Tillon continue son combat pour la dignité humaine. Elle prend notamment position en faveur des anciens harkis. Les harkis sont des Algériens, souvent d'origine berbère et de Kabylie.
Alors, distincts des Maghrébins, ils se sont battus en nombre aux côtés de l'armée française lors de la guerre d'indépendance algérienne. En 1962, ils représentent avec leur famille 1,5 million d'habitants sur 8 millions d'Algériens. Malheureusement, ils seront abandonnés à leur propre sort par l'armée française lors de l'indépendance. Vus comme des traîtres et des collaborateurs en Algérie, de nombreux massacres de harkis se produisent entre juillet et septembre 1962. Selon le journaliste Jean Lacouture, 10 000 harkis ont été assassinés après le départ des Français. Beaucoup de familles harkis seront donc contraintes à l'exil en France. 90 000 harkis rejoignent la France entre juin 62 et mai 63. De nombreux autres suivront ensuite. On estime d'ailleurs aujourd'hui à 2 millions la population berbère en France, algériens et marocains d'origine principalement, et à près de 6 millions la population musulmane. Alors pour autant, les activités d'ethnologue de Germaine Tillion ne s'interrompent pas. Elle intègre l'école pratique des hautes études. Ses travaux se concentrent sur les sociétés méditerranéennes et son séminaire d'ethnologie sur le Maghreb restera pour longtemps une référence. De 1959 à 1977, elle effectue 20 missions en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. C'est donc une très grande voyageuse. En 1966, elle publie un livre intitulé « Le harem et les cousins ». En remontant à la préhistoire puis au paganisme, elle y démontre que l'aliénation des femmes sévit aussi bien dans les pays chrétiens que musulmans du pourtour méditerranéen. Mais surtout, elle démontre que cette oppression ne profite à personne. Au contraire, elle appauvrit les pays dans lesquels elle se développe. Cela lui vaudra la réprobation de nombreux intellectuels masculins du monde musulman, mais aussi de certains intellectuels français, car son livre n'est pas jugé assez savant, pas assez académique. Mais chez elle, l'essentiel, c'est le message, le fond plutôt que la forme, n'en déplaise aux universitaires. En 1979, elle se bat aussi contre la pratique de l'excision des jeunes femmes musulmanes. Là encore, de nombreux intellectuels nord-africains s'opposent à elle, l'accusant de porter sur ce phénomène une vision colonialiste. Elle va alors rejoindre l'association contre l'esclavage moderne. L'écrivain anticolonialiste français Jean Lacouture dira de Germaine : « Elle m'a appris à ouvrir l'œil avant d'ouvrir la bouche et à poser une question avant d'y répondre. » En juillet 1999, alors qu'elle a 92 ans, elle reçoit la Grande Croix de la Légion d'honneur pour les combats qu'elle a menés dans sa vie. C'est la seconde Française après Geneviève de Gaulle à obtenir cette distinction. Et c'est à sa demande que Geneviève remet à Germaine cette décoration, tout un symbole, puisqu'elles furent toutes deux internées dans le camp de Ravensbrück durant la guerre. Alors pour son 100e anniversaire, elle est toujours vivante, on joue au théâtre du Châtelet son opérette « Le Verfügbar aux enfers ». La boucle est bouclée.
Germaine Tillon s'éteint un an plus tard dans sa maison de Saint-Mandé, aux abords du bois de Vincennes. Ses obsèques se déroulent à la paroisse du Saint-Esprit, dans le 12e arrondissement de Paris, où elle avait l'habitude de commémorer chaque année le décès de sa mère Émilie, morte à Ravensbrück en 1945. En 2015, sous la présidence de François Hollande, on souhaite faire entrer Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle au Panthéon. Mais les deux familles s'y opposent. À titre symbolique, on va donc prélever de la terre sur les deux tombes et la transférer au Panthéon lors d'une cérémonie officielle. Germaine repose donc toujours au cimetière Condé de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, au sud-est de Paris. Alors, pour conclure, il serait bon de nous pencher sur les dernières pensées de Germaine Tillon. Elle déclare, je cite, « Au terme de mon parcours, je me rends compte combien l'homme est fragile et malléable. Rien n'est jamais acquis. Notre devoir de vigilance doit être absolu. Le mal peut revenir à tout moment. Il couve partout et nous devons agir quand il est encore temps d'empêcher le pire. » Alors, en cette période de guerre en Ukraine, cet avertissement prend bien sûr une résonance toute particulière. Loin du chauvinisme patriotique, Germaine Tillon est, comme je vous l'ai dit, une humaniste, une universaliste, toujours lucide, toujours obstinée. Toute sa vie, elle témoigne de situations dont d'autres sont les victimes. Inféodée à aucun parti politique, elle est restée fidèle à la même éthique, sans faillir, sauver des vies, d'où qu'elles viennent. Et je conclus en citant Tsetvan Todorov, historien franco-bulgare, qui était ou qui fut le président de l'association Germaine Tillon. Il nous dit « Elle a su traverser le mal sans se prendre pour le bien. » Et il a raison, car Germaine Tillon, c'est un siècle de courage et d'humilité au service des autres. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Eric et merci à tous de votre attention. Un remerciement particulier pour avoir évoqué la situation en Ukraine et ce que le passé